Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Pro Revenge. La première histoire est postée par Jimmy Chinos No Nose. Cette vengeance a eu lieu lorsque j'étais au lycée, au milieu des années 2000, à une époque où, dans mon pays, les brimades et le bizutage dans les internats suscitaient un tollé général. Quelques élèves de différentes écoles étaient morts de blessures résultant de bizutage. D'autres écoles faisaient des émeutes et brûlaient des trucs. Les écoles faisaient l'objet d'une surveillance accrue. C'était toute une histoire. Personnellement, ma vie au lycée n'était pas drôle. J'étais un gros garçon, avec une très faible estime de soi au début de ma troisième. Le harcèlement que j'ai subi a rapidement conduit à une dépression. J'étais enclin à m'auto-mutiler et à avoir des idées suicidaires. Mais ce qui a rendu le lycée particulièrement cauchemardesque, ce sont les abus sexuels. Des commentaires discrets sur ma sexualité de la part de ce groupe d'environ 5 garçons en seconde. Ils m'ont traité, ainsi que mes meilleurs amis, de gay. La stigmatisation sociale associée à l'homosexualité est vraiment extrême ici. Ces garçons me traquaient et me terrorisaient. Ils laissaient des notes menaçantes sous mes draps. On va te défoncer parce que t'es un putain d'homo. On va te violer. Etc. Je n'avais donc qu'un seul ami proche qui savait ce qui se passait. Ironiquement, après un trimestre entier à convaincre tout le monde que j'étais gay, ce même groupe a commencé à abuser sexuellement de moi. Je vous épargne les détails, mais ma troisième a été la pire période de ma vie. Mais vous n'êtes pas là pour ma triste histoire, alors on passe à autre chose. À un moment donné, au milieu du trimestre, le proviseur adjoint de notre école a été changé en raison de la réaction publique susmentionnée suite au scandale de bizutage. Le proviseur adjoint précédent était un homme correct, mais le nouveau proviseur adjoint ne l'était pas. Il avait la réputation bien méritée d'être inutilement sévère et de distribuer les suspensions et les expulsions comme des bonbons à Halloween. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quelques semaines après l'arrivée du nouveau proviseur adjoint, je passe une semaine incroyablement nulle qui m'a vraiment malmené. Oui, le harcèlement et les abus sexuels étaient toujours d'actualité. Tous les vendredis soirs, un groupe d'enfants avait l'habitude de grimper par une fenêtre dans le laboratoire informatique et de jouer à des jeux vidéo. Les fenêtres avaient des barreaux, mais une personne mince pouvait passer à travers. Je ne suis pas mince, quelle que soit la définition, à moins que la définition soit gros. Parmi ce groupe d'enfants se trouvait ce fauteur de troubles dans ma classe et dans mon dortoir avec le même nom en commun. Il s'avère que le proviseur adjoint nous avait confondus tous les deux, et c'est moi qui étais dans sa ligne de mire. Ce vendredi-là, les jeunes se sont fait choper. Certains d'entre eux, dont mon homonyme, ont réussi à s'échapper. Le proviseur adjoint a été appelé, et les élèves qui ont été pris ont balancé. La sécurité a été envoyée dans les dortoirs pour ramener les autres coupables. On m'a réveillé à 3 heures du matin et traîné sur les lieux du crime pour subir une réunion pour quelque chose que je n'avais pas fait. Les châtiments corporels étaient tacitement légaux à l'époque, et le sont toujours. Mon explication, qu'il n'y a clairement aucun moyen pour moi de passer par la fenêtre, a été accueillie par d'autres coups de bâton. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est que le proviseur adjoint nous a fait apporter nos affaires dans son bureau la nuit pour une inspection, sous prétexte de chercher du matériel informatique volé. Il est tombé sur mon journal intime, et, comme le connard qu'il était, il a commencé à se moquer de moi, parce que j'avais un journal intime devant les professeurs, les gardiens et les élèves avec qui j'étais regroupé. Le fait que j'ai craqué et pleuré devant eux n'a pas arrangé les choses. Je pense pas avoir déjà ressenti une telle humiliation dans ma vie. Le lendemain matin, nous avons été suspendus pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, mes parents m'ont ramené à l'école. Je leur avais seulement parlé de l'erreur d'identité que je soupçonnais et de l'accusation injustifiée. Ils étaient déjà au courant du harcèlement. Je ne leur ai pas parlé du proviseur adjoint qui a fouillé dans mon journal intime, ni des trucs sexuels. J'étais encore sous le coup de l'humiliation. Le proviseur adjoint, en tant que connard absolu qu'il était, s'était convaincu que j'étais le meneur de ce groupe de garçons. Encore une fois, erreur d'identité, et que je méritais donc une punition supplémentaire. Il m'a ordonné de nettoyer une grande parcelle de mauvaises herbes et d'herbes envahissantes entre le terrain de rugby et le terrain de hockey, de la taille d'un terrain de football, en utilisant uniquement une serpette. Au moment où je m'apprête à sortir, il se met à pleuvoir, et nous sommes en plein mois de juillet. Il fait très froid. Les températures descendent régulièrement en dessous de 10 degrés Celsius la nuit. Alors, au lieu d'aller sur le terrain, je me dirige vers la classe pour attendre que la pluie passe. Quelques minutes plus tard, le proviseur adjoint fait irruption, furieux, et interrompt la leçon de géographie. Il a commencé à m'engueuler comme jamais, a même mentionné mon journal intime, puis a menacé de m'expulser si je quittais le terrain avant d'avoir terminé ma punition. Remarquez que c'était l'une des meilleures écoles de notre région. En fait, elle avait été mon premier choix. Il a ensuite recommencé à me donner des coups de bâton, juste pour faire passer son message. À ce moment-là, j'ai abandonné toute cette punition à cause de quelque chose que je n'avais pas fait. J'étais complètement innocent, mais ce connard ne pouvait tout simplement pas écouter. Le ridicule, l'humiliation, le harcèlement et les abus ont atteint leur paroxysme à ce moment-là, et j'ai décidé d'envoyer tout ça au diable.
J'ai donc marché jusqu'au terrain sous la pluie, serpette en main, sans même un pull. C'était vers 4 heures de l'après-midi. Je ne suis jamais revenu. Je pense que le proviseur adjoint ne s'attendait pas vraiment à ce que je termine la punition, mais je doute qu'il n'ait jamais rencontré quelqu'un qui n'en avait plus rien à foutre de toute façon. Mon plan initial était de le crucifier avec ses propres mots. Le crépuscule est tombé, et j'avais froid, et étais trempé, arrachant des fougères du sol. À minuit, je frissonnais et pleurais de façon incontrôlable, et il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. J'ai quand même persévéré, et j'ai commencé à couper l'herbe à l'aveuglette, poussé par cette envie folle de faire mal. Bien sûr, une partie de ma motivation était que si je tombais malade ici, le proviseur adjoint serait dans un sacré pétrin. Mais il y avait une autre partie de moi qui se disait juste: puis merde, la vie craint de toute façon. À minuit, j'avais trop froid pour continuer. Je n'avais plus d'énergie, et je me suis assis sous un arbre. Vers l'aube, j'avais tellement froid à cause de la pluie et du vent que mes frissons ont commencé à diminuer. Il m'était impossible de dormir. Les enseignants m'ont finalement trouvé là quelques heures après l'aube. Apparemment, l'enseignant de service avait trouvé mon bureau vide pendant l'heure d'étude du matin, entre 4h30 et 6h. Lorsqu'il a demandé où j'étais, il s'est avéré que je n'avais pas non plus été au lit la nuit précédente. Il a alors appelé le proviseur adjoint et d'autres enseignants qui ont commencé à fouiller l'école, et ils m'ont finalement trouvé dans le champ. La pro-revenge. Je ne sais pas grand-chose de ce qui s'est passé juste après, j'étais tellement dans les vapes. Je me souviens cependant que les enseignants m'ont emmené d'urgence chez l'infirmière de l'école, qui a immédiatement recommandé que l'on m'emmène à l'hôpital. J'y ai passé une semaine en raison de complications, pneumonie. Et ce fut une semaine très coûteuse, tout cela aux frais de l'école. Mes parents étaient furieux, et je ne pouvais pas les blâmer. Le conseil d'administration de l'école s'est réuni après que mes parents les aient contactés. Les jours précédant la convocation de mes parents et de moi-même pour parler devant le conseil, j'ai eu l'idée d'affronter mes peurs et de tout révéler au grand jour. J'en avais fini avec l'école et tous ceux qui s'y trouvaient. Alors ce jour-là, devant un groupe de vieux briscards dans la salle du conseil, je me suis enfin débarrassé de mon fardeau. Je leur ai tout dit, ma seule motivation étant d'enterrer le morceau de merde que sont le proviseur adjoint et mes harceleurs. Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'aussi effrayant auparavant. De l'erreur d'identité, la suspension, la punition sous la pluie, la menace de m'expulser si je décidais de me mettre à l'abri, et la cerise sur le gâteau, le harcèlement et les abus sexuels. J'ai tout raconté. Je savais que cela attirerait définitivement leur attention. Le conseil a appelé mon meilleur ami, qui m'a soutenu. Le proviseur adjoint n'était pas en mesure de gagner un concours de je dis, tu dis avec nous à ce moment-là. Le proviseur adjoint a été renvoyé ce jour-là. Quelques jours plus tard, une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, bizutage, a été annoncée. Je pense que le conseil d'administration avait très peur de se retrouver aux infos pour toutes les mauvaises raisons. Ils ne voulaient pas que leur école soit l'une de ces écoles, malgré le fait qu'elle soit l'une des pires. Pendant les vacances, mes amis m'ont dit que les choses sont devenues très sérieuses après cela. Les gens ne savaient pas pourquoi, mais soudain, tout acte de harcèlement était sanctionné par une expulsion immédiate et inconditionnelle. Quant aux garçons qui m'avaient harcelé, ils ont été arrêtés. Mon père est allé voir la police avec les notes menaçantes que j'avais reçues toute l'année. Le conseil d'administration de l'école nous a soutenus dans cette démarche, à la condition que nous, mes parents et moi, ne transmettions pas l'histoire aux médias. J'étais heureux de cet arrangement, je n'avais aucune envie d'être l'incarnation des hommes victimes de viol. Nous avons eu quelques réunions avec un enquêteur du bureau du procureur. Quelques mois plus tard, le bureau nous a contactés et nous a dit que les garçons avaient plaidé coupables. L'un d'entre eux s'en est tiré à bon compte, car son père était un haut gradé de l'armée. La corruption. Ah. 3 d'entre eux ont eu 10 ans chacun. Le dernier en a pris 18. Ils étaient tous en terminale. Ils ont été arrêtés juste au moment où ils allaient passer leurs examens nationaux pour aller à l'université. Leurs vies sont ruinées et je n'ai aucun remords pour eux. Si ce genre d'idée vous passe par la tête, il existe un numéro gratuit qui est le 3114. Ce sont des professionnels de la psychiatrie, disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La dernière histoire est postée par Matchbox. Quelques révélations avant de commencer. J'ai été employé chez Apple en tant que vendeur pendant 2 ans, et j'ai fait une rupture conventionnelle en faveur d'un emploi à plein temps après l'université, plusieurs mois avant que cela ne se produise. Il y a environ 1 an et demi, j'avais des problèmes avec mon MacBook et mon iPhone, et j'ai pris rendez-vous avec un Genius Bar. Avant, c'était une tâche facile, et il suffisait d'aller sur le site d'assistance et d'en programmer un. Mais au fil du temps, Apple a bêtement tenté de réduire la charge des Genius Bars en mettant en place divers obstacles pour obtenir un rendez-vous. Je suppose qu'Angela a simplement décidé que cela revenait moins cher que d'embaucher plus de personnel, et que la plupart des clients sont assez enragés pour continuer à acheter de la technologie Apple malgré le coût porté à un service client décent.
Après avoir finalement sauté à travers un certain nombre de cerceaux pour obtenir un rendez-vous au Genius Bar, on me demande d'entrer mon identifiant et mon mot de passe Apple. On me dit que, comme cela fait 3 mois, je dois les changer. Pour ce qui est maintenant probablement la 10e fois depuis que j'ai cet identifiant Apple. Je peux continuer à utiliser l'App Store et iCloud et autres. Mais si je veux un rendez-vous de service, je dois le changer. Après avoir traversé cette épreuve plusieurs fois pour obtenir un rendez-vous, j'ai fini par ne plus savoir quoi faire. J'ai décidé que c'était une étape inutile pour faire réviser mes produits et j'ai porté l'affaire devant le BBB. La première réponse d'Apple au BBB est une lettre type disant que je dois simplement changer le mot de passe, car c'est dans mon intérêt pour des raisons de sécurité, et qu'ils ne feront aucune exception. Je réponds à nouveau en indiquant que c'est un mauvais service client et que cela ne correspond pas au credo d'Apple, principe du service client, auquel tous les employés sont formés. Leur réponse suivante est que Apple considère que cette affaire est close. Je déteste cette réponse. C'est du langage d'entreprise pour dire tu ne vaux pas la peine qu'on te donne du temps, va-t'en. Le BBB a fermé l'affaire peu de temps après. Je fais quelques recherches et détermine que, grâce à ma police Apple Care Plus, que je payais pour les 2 appareils, il n'y avait en fait aucune clause fourre-tout pour expliquer pourquoi Apple pouvait refuser de réparer l'appareil. Il y avait plusieurs exclusions, mais les exigences arbitraires en matière de sécurité des comptes n'en faisaient pas partie. Je dépose une plainte devant le tribunal des petites créances pour la valeur de remplacement de l'ordinateur et du téléphone portable. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Je me présente au tribunal le jour dit, et l'affaire est appelée. Je m'installe côté partie civile, et côté défenseur apparaît le responsable du magasin où je travaillais. C'était dans le même comté que le tribunal, mais beaucoup plus loin qu'un Apple Store qui se trouvait en fait à 1 kilomètre du tribunal. Je ne l'ai jamais confirmé, mais je pense qu'Apple n'a pas prêté attention aux détails de la plainte sur le formulaire, a juste fait une recherche par nom, et a supposé que parce que j'avais déjà travaillé au magasin, il s'agissait d'un conflit de travail. Le juge me demande d'expliquer pourquoi je fais un procès, et en 1 minute environ, je suis capable d'expliquer de manière concise qu'Apple faisait un blocage inutile et extra-contractuel pour m'empêcher d'obtenir un rendez-vous au service après-vente pour mes appareils cassés, et que je faisais donc un procès pour remplacer les appareils. Le juge se tourne ensuite vers le directeur du magasin, qui est arrivé au tribunal en t-shirt et en jean. Je suis en costume complet par respect pour le tribunal. Mais avant de demander la version d'Apple, il demande si le directeur est avocat. Le manager répond que non. Le juge dit que les lois de mon État exigent que seul un directeur général ou un agent enregistré puisse représenter une entreprise au tribunal, ou alors ils doivent engager un avocat pour le faire passer devant un tribunal de district supérieur. Le responsable répond qu'il comprend, mais qu'il est heureux d'organiser un rendez-vous au Genius Bar, ici et maintenant, à ma convenance, pour faire réparer les produits. Le juge estime que c'est raisonnable. Nous convenons d'un moment pour que je vienne dans mon ancien magasin pour le service, et l'affaire est maintenue pendant 2 semaines, au cas où les choses ne s'arrangeraient pas. Je me rends à mon rendez-vous et le technicien parvient à résoudre tous mes problèmes. De plus, un technicien senior d'Apple me contacte par email pour m'indiquer qu'il a annulé l'expiration du mot de passe de mon Apple ID et que je n'aurai plus jamais à le changer. Sympa comme marché. Mais il me manque encore 60 $ pour avoir déposé ce dossier judiciaire afin de faire avancer les choses. Je me présente à la date de continuation du procès et le même responsable se présente à nouveau. Le registre est particulièrement chargé à cette date et nous avons un juge différent qui passe les affaires au peigne fin. On nous appelle et j'indique que même si nous avons pu résoudre les problèmes de mon équipement depuis le procès initial et que je ne cherche plus à obtenir une valeur de remplacement pour mes produits, je n'aurais pas dû avoir à poursuivre Apple en justice pour obtenir ce type de traitement conforme à leurs obligations contractuelles envers moi en tant que client Apple Care Plus. Et je pense qu'on devrait m'accorder les 60 $ de frais de justice. Le juge se tourne vers le responsable du magasin et il demande s'il est avocat. Le gérant répond que non. Le juge numéro 2 lui fait le même baratin. Le gérant rétorque qu'il croit toujours que les frais de justice ne devraient pas être à la charge d'Apple parce que bla bla bla. Et le juge, pressé par le temps, se tourne vers moi et dit « Je suppose que tu ne veux pas avoir à revenir ici pour qu'il prenne un avocat. » Je dis non, pensant qu'il va me donner la totalité des 60 $. Mais au lieu de cela, il dit Ok, alors vous allez juste partager pour que nous n'ayons pas à perdre plus de temps sur cette affaire. 30 $ pour le plaignant. Selon les lois de mon État, une partie gagnante obtient tous ses frais de justice. En tant que tel, je ne suis pas vraiment d'accord avec la façon dont le juge a traité cette affaire, en la divisant parce qu'il était pressé. J'ai contacté l'assistant juridique d'Apple qui m'avait envoyé un email juste après le procès initial pour confirmer ce rendez-vous au Genius Bar, citer la loi pertinente et dire que le juge avait clairement tort, et demander à Apple de me faire un chèque pour la totalité des 60 $. Sinon, j'aurais dû faire appel, ce qui représentait 125 $ de plus.
Ils auraient sûrement perdu et me devraient alors 185 $. Je faisais plus ou moins appel à leur bon sens, ils n'en avaient pas, répondant qu'ils ne suivraient que le jugement du tribunal et feraient un chèque de 30 $. Je pense qu'ils ont continué à être pompeux en supposant que je bluffais à propos de l'appel. J'ai donc fait appel. Comme le tribunal des petites créances est un subordonné du tribunal de district, il a en fait appel auprès du plus haut tribunal du comté, le tribunal de circuit. C'est le tribunal des grands garçons. Pas d'entourloupe. Je me présente à ma date d'audience, et encore une fois, le même responsable se présente. Le juge est un type plein d'entrain avec un nœud papillon, il a clairement pris son café et est agréable avec tout le monde. Je présente mon cas, que le tribunal inférieur ne m'a accordé que des frais partiels et que la loi de l'État exige que je reçoive la totalité du montant puisque le jugement a été rendu en ma faveur. Le juge se tourne vers le manager. Es-tu un avocat? Il répond que non, mais qu'il a une lettre du conseiller juridique en chef d'Apple disant qu'ils sont d'accord pour que le manager les représente. Le juge n'apprécie pas cela et son comportement change instantanément. Apple ne décide pas de ce que tu peux ou tu ne peux pas faire dans ma salle d'audience. Tu as besoin d'un avocat, donc nous devrons probablement poursuivre cette affaire. Le juge se tourne vers moi. T'opposes-tu à une continuation pour que le défenseur puisse prendre un avocat? Je réponds. Oui, je le fais, votre honneur, parce qu'on leur a en fait dit 3 fois maintenant qu'ils doivent avoir un avocat, et ils continuent à manquer de respect à ce tribunal en envoyant le même profane pour plaider en leur nom. Le juge se tourne vers le manager, et avec un sourire sarcastique et un geste de la main manifestement faux, ce n'est plus de mon ressort, désolé. Le jugement est rendu en ma faveur pour 185 $. Comme si cela ne suffisait pas, après 30 jours, Apple n'a toujours pas payé. Je contacte à nouveau l'assistant juridique qui me dit qu'il étudie encore ses options, comme s'il allait faire appel devant la Cour suprême de l'État, ce qui aurait dû être fait dans ces 30 jours. Encore une fois, Apple pense qu'ils sont trop bons pour suivre les instructions du tribunal ou faire ce qui est le mieux pour eux. Mais ils semblent avoir oublié que j'avais l'habitude de travailler pour eux. Je demande à ma coopérative de crédit de consulter l'une des anciennes transactions ACH de ma paie et je leur demande de quelle banque elle a été tirée. Ils me disent Wachovia. Je retourne au tribunal, dépose une procédure de saisie-arrêt contre Apple via Wachovia. J'ai pu sauter la partie découverte puisque je savais déjà où ils gardaient au moins 185 $. Et Wachovia me fait bien sûr un chèque dans les jours qui suivent. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.